Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au troisième épisode du podcast 500 Gasoline Alley, ici tourné au Studio Love à Saint-Jacques, dans l'Anaudière. Très content de revenir sur cette troisième épreuve de la saison IndyCar qui était du côté de Long Beach en Californie en ce dimanche 13 avril 2025. Oui, déjà 3 courses, mais on dirait que ça a été quand même long depuis celle à Saint-Pétersbourg. Il y avait quand même de l'écart de 2 ou 3 semaines entre chaque épreuve. Mais là, les choses sérieuses vont suivre dès le premier week-end du mois de mai. Mais la question que tout le monde devait se poser avant le début de la fin de semaine, c'est de savoir, est-ce que Alex Palou serait capable de signer une troisième victoire en autant de courses? S'il le fait, il devenait le 6e pilote de l'histoire à faire ça pour commencer la saison avec 3 victoires en autant de courses. Voilà. Mais dans le cas de Palou, ça n'a pas été le cas. On y reviendra dans quelques instants. Du côté de Long Beach, c'est un magnifique circuit que j'ai eu la chance de visiter en 2023. Malheureusement, ce n'était pas lors de la fin de semaine de la course, c'était la fin de semaine suivante. J'ai eu la chance de tourner autour, la fameuse fontaine où les pilotes contournent pour faire la suite du circuit. C'est quand même impressionnant cet endroit-là du côté de Long Beach qui est environ à 1 heure au sud-ouest de Los Angeles. Très, très, très beau sur le bord de l'eau. C'est vraiment paradisiaque cet endroit-là du côté de Long Beach et c'est une place où la Formule 1 a déjà couru entre 1976 et 1983. Oui, la Formule 1 a déjà couru sur ce circuit de ville-là. On sait que c'est plus récent, là, c'est les circuits de ville du côté de la Formule 1. Et cette année, c'était la 50e édition du Grand Prix de Long Beach, qui est appelé depuis quelques années maintenant le Acura Grand Prix of Long Beach, le commanditaire Acura. Donc, c'était quand même une course qui a été à vive allure, encore une fois. On dirait que c'est une histoire qui se répète depuis le début de la saison. Très, très, très impressionné par le calme des différents pilotes. Il y a 27 voitures en piste et de ne pas avoir d'accrochage comme ça en course, c'est assez impressionnant. Et dans le cas de cette course-là, c'est Alex Palou. Tout le monde se demandait s'il allait remporter cette course, mais non. C'est de la pole position que Cal Kirkwood a signé la victoire, sa 3e victoire en carrière, sa 2e du côté de Long Beach. Il l'avait fait en 2023. Il a mené 46 tours, mais il a été extrêmement impressionnant, le pilote chez Andretti Global, de la manière qu'il l'a fait pour aller signer cette première victoire d'un autre pilote qu'Alex Palou, qui avait remporté les 2 premières courses de la saison. Dans le cas de Kirkwood, c'est de la manière qu'il l'a fait à 2 occasions dans la course. Le pilote Palou a tenté l'undercut. Pour ceux qui se posent la question, ils ne savent pas c'est quoi l'undercut en termes anglais. C'est lorsque tu t'arrêtes avant le pilote qui est devant toi pour tenter de le surpasser en ayant un tour plus rapide à la sortie. Parce que normalement, plus que tes pneus sont frais, plus que tu es rapide. Mais malheureusement pour Palou et heureusement pour les 26 autres pilotes et tous les fans de la série IndyCar, ça n'a pas fonctionné. Chose qui avait fonctionné pourtant lors de ses 2 premières victoires de la saison. Mais Kirkwood a été méthodique. Et j'ai ri un peu tantôt lorsque Townsend Bell et James Hinchcliffe ont dit, qui sont les 2 analystes là, sur la course sur le réseau Fox, ont dit qu'il est en train de se faire out-pallowed. Carrément, en voulant dire que Cal Kirkwood a fait un copie conforme de ce que Alex Palou a fait lors des 2 premières courses de la saison et qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il a 3 championnats lors des 4 dernières saisons, le pilote chez Chip Ganassi. Mais dans le cas de Kirkwood, je l'avais dit, dans la situation du Grand Prix de Saint-Pétersbourg, à quel point il était à surveiller lors de ce type de circuit. Il avait gagné à Long Beach en 2023 et à Nashville, 2 petits circuits qui sont des types de villes. Et cette année, il l'a fait à Long Beach dans son cas. Donc, un peu surprenant que ça soit lui qui signe la première victoire du côté d'Andretti Global cette saison et non Colton Herta. Mais Kirkwood, il est à surveiller. Il a beaucoup de talent. Il a gagné par tous les phases en dessous de la série IndyCar depuis qu'il est arrivé là, dans le Road to Indy. Il a commencé chez AJ Foyt Racing. Ensuite, maintenant, chez Andretti Global. C'est sa 3e saison. Et déjà, on peut peut-être se poser la question à savoir est-ce que ça va être lui, le pilote du futur chez Andretti Global, parce qu'on ne sait pas si Colton Herta aura la chance de passer en Formule 1 l'an prochain. Donc, ce sera à surveiller dans le cas de Kirkwood, mais
la journée qu'il va être capable de gagner les courses sur circuit ovale. L'an passé, il avait quand même signé une pole là, du côté de Nashville, circuit ovale, parce qu'il y a des constructions autour du stade de football des Titans du Tennessee. Et dans le cas de Kirkwood, c'est là qu'on va voir est-ce qu'il sera capable de maintenir la vitesse tout au long de cette saison pour essayer de challenger, en bon terme anglais, Alex Pelot, qui est, encore une fois, sensationnel, va terminer deuxième dans cette course-là. Un peu, on avait peur, en fait, j'avais peur, puis je suis pas mal sûr que tout le monde qui était à l'écoute de la course devait sentir que Pelot, encore, se plaçait d'une façon à faire exactement ce qu'il fait de bien, mais il l'a pas réussi pour une fois, et je pense que ça prenait vraiment une course parfaite dans le cas de Kirkwood pour empêcher Pelot de signer une 3e victoire en autant de courses cette saison. Mais Pelot, terminer 2e, c'est ce qui te gagne un championnat. Il n'a pas forcé la note. Je pense qu'en arrêtant un tour plus tôt, comme je l'expliquais tantôt dans le cas de l'undercut, quand tu t'arrêtes un tour plus tôt, c'est plus facile pour avoir tes pneus en température que celui qui vient de sortir des puits. Il avait la chance de dépasser Kirkwood, mais en pensant dans sa tête, est-ce que je veux gagner un 3e championnat en autant de saisons? Tu te dis, est-ce que je vais forcer pour aller justement chercher cette 3e victoire-là, où tu vois, si tu regardes un petit peu plus sur le long run, à long terme, pour être capable de voir et d'avoir toutes ces chances-là là, pour le championnat des pilotes. Il ne l'a pas fait. Il a terminé un peu plus de 2 secondes derrière. À un certain moment, c'était tout près de 5 secondes, mais c'est exactement 2,6859 secondes derrière Cal Kirkwood pour signer un 3e podium en autant de courses. C'est vraiment sensationnel ce qu'on voit encore une fois dans le cas d'Alex Pelot. En plus de ça, tombe ensuite dans les circuits où il y a beaucoup de succès. Il a déjà gagné à Barber, il a déjà gagné au Grand Prix d'Indianapolis, il a déjà gagné une pole à Indianapolis aussi. Il n'a jamais gagné l'Indy 500, mais le mois de mai qui s'en vient sera certainement déterminant pour la suite des choses. On a la chance d'y revenir un peu plus tard dans ce 3e épisode. Encore une fois, je m'en rappelle dans le dernier épisode, on avait parlé d'à quel point Christian Lundgaard était impressionnant. Lundgaard, un autre podium pour lui, c'est la façon qu'il l'a fait lui aussi. Il a dépassé Felix Rosenqvist avec 5 tours à faire à l'épreuve. Les deux n'avaient presque plus de temps là, sur le fameux push-to-pass et il a réussi à le dépasser dans le premier virage avec 5 tours à faire. Et Lundgaard, qui va signer un 2e podium en autant de courses, et tant bien que mal, là, il est en train de devenir le pilote le plus régulier chez McLaren. C'était un peu une surprise parce que depuis les dernières saisons, c'était un peu Pato O'Ward là, qui est très, très, très rapide. Mais dans le cas de Lundgaard, a quand même 16 points de priorité au classement des pilotes en avance sur Pato O'Ward après 3 courses. C'est pas beaucoup, 16 points, mais ça prouve un peu à quel point il est dangereux. Il est 3e au championnat des pilotes aussi, Lundgaard. Donc, c'est quand même impressionnant. Puis la manière d'aller chercher ce 2e podium en 3 courses avec sa nouvelle équipe, je pense que c'est une question de temps avant qu'il soit capable d'aller chercher sa première victoire. Il a déjà été très, très rapide là, sur le circuit routier d'Indianapolis. C'est peut-être là où il aura la chance de signer un premier triomphe avec McLaren, mais ça sera surveillé dans quelques semaines du côté de Christian Lundgaard. Encore une fois, un résultat très satisfaisant aussi dans le cas de Felix Rosenqvist. C'était pas nécessairement régulier dans son cas dans les dernières courses. Oui, il y avait des bons résultats en qualification, mais plus compliqué plus que ça avançait dans le cas du pilote suédois, mais termine 4e. Je suis certain qu'il est déçu de ne pas avoir ce podium terminant derrière Lundgaard, mais quand tu sors de la 3e course en 4e place du championnat des pilotes, il n'y a pas grand-chose que tu dois te reprocher dans le cas de Felix Rosenqvist. Et peut-être en terminant, parce que je voulais parler du départ de la course, ça a été vraiment spécial la manière qu'on a ordonné le départ. Les pilotes n'étaient pas rassemblés du tout. Normalement, tu dois être 2 par 2 pour faire le départ, ce qui est un départ lancé en IndyCar. Mais ça n'a pas été le cas. Il faut dire que le dernier virage, c'est un virage en épingle et très, très, très serré. Donc, c'est un circuit de ville. Donc, c'est des murs de chaque côté de la piste. Et pour te placer en 2 par 2, ça prend du temps quand même à faire, mais je trouve qu'on a été rapide du côté de l'IndyCar à donner le drapeau vert. Est-ce que ça l'a aidé Kirkwood? Probablement. Est-ce que quelqu'un va s'en plaindre? Pas personne. Mais c'est ça dans le cas du départ. Et c'est Joseph Newgarden qui a un peu
allumé le début de course où les 10 premiers tours ont été vraiment à vive allure. Il s'est arrêté seulement au deuxième passage pour se libérer des pneus plus tendres. Dans le cas des pneus tendres, c'était le pneu qui était désavantagé cette fin de semaine et c'est lui qui a forcé tout le monde qui voulait prendre cette stratégie-là à s'arrêter ensuite au troisième, quatrième et cinquième passage. Newgarden pouvait, je l'avais dit à ce moment-là, il se plaçait dans une bonne position pour signer un bon résultat et peut-être la victoire dans cette course, lui qui a déjà gagné à Long Beach, malheureusement dans son cas, en terminant sur cette course-là. Newgarden qui a eu des problèmes avec sa ceinture au 61e et 62e tour, il termine dans une place assez décevante, qui est la dernière place, la 27e. Donc, vraiment pas un bon début de saison chez Penske. On en a parlé lors des dernières épreuves. Mais c'est ça, dans le cas de Newgarden. Je vous donne le classement de la course après cette course de 90 tours sur le circuit de Long Beach. Kirkwood qui l'emporte devant Alex Palou et Christian Lundgaard sur le podium. Rosenqvist et Power. Will Power, il faut que j'en parle. Power qui partait... il partait 13e, il termine 5e. Un autre fin de semaine où il sauve un peu la mise là, du côté de Penske. Finit devant son coéquipier Scott McLaughlin qui partait 6e, finit 6e. Donc ces deux-là, au moins, essaient d'aller chercher des résultats. En partant 13e, c'est un peu plus compliqué là, de terminer dans le top 5 et Power l'a fait de brillante façon, 23 secondes derrière le vainqueur Cal Kirkwood. Ensuite, 7e, Colton Herta, 8e, Scott Dixon qui avait remporté la course l'an dernier. 9e, je vais y revenir de ce que je voulais dire sur ces deux-là. 9e, c'est Stingray Robb. 10e, Kiffin Simpson. Santino Ferrucci termine 11e. Ericsson, 12e. Pato Ward, 13e. Ensuite, Armstrong, 14e. Rossi, 15e. Foster, 16e. David Malukas termine 17e. Schwartzman chez Prema qui termine 18e. Rinus VeeKay, 19e. Et de 20 à 27 dans l'ordre rapidement. Seagull, Eilert, Rahal, Rasmussen, DeFrancesco, Daly, Abel et Newgarden, bien sûr, pour compléter ce classement des 27 premiers de la course de Long Beach. Maintenant, il est important de parler de la fameuse séance de qualification où j'ai noté quelques points suite à cette séance de qualification où c'est Cal Kirkwood qui a signé la pole pour cette course à Long Beach. Mais encore une fois, comme ça a été le cas lors des surtout l'épreuve de Thermal, c'est Honda qui domine la séance de qualification. Le top 5, Kirkwood, Herta, Palou, Rosenqvist et Ericsson, 5 pilotes qui sont du côté de Honda pour cette séance de qualification-là, ce qui est quand même assez impressionnant. Encore une fois, des petits problèmes là, chez Chevrolet, un peu outre la qualification de Scott McLaughlin en pole du côté de Saint-Petersburg. C'est un peu décevant là, et c'est un peu inquiétant surtout avec ce qui s'en vient avec la grosse qualification du Indy 500 là, dans le cas des Chevrolet. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais là, 3 victoires chez Honda et en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué là, du côté de Chevrolet. Autre point que je voulais discuter, c'est l'excellente 10e place de David Malukas en qualification. Son coéquipier Santino Ferrucci, dans son cas, s'est classé dernier en séance de qualification. Donc Malukas, qui a changé d'écurie 2 fois l'an dernier, était chez McLaren en début de saison, s'est blessé et a terminé la saison avec Meyer Shank Racing. Et là, encore une autre écurie, une 4e en 3 ans. Et là, termine 10e lors de la qualification. Quand même impressionnant devant Seagull et Lundgaard, qui était bien sûr en qualification 11e et 12e dans le Fast 12. Mais Malukas, encore avec un équipement un peu hors rapidité des tops dans cette série-là. Mais Malukas, impressionnant. Est-ce qu'il est en train de se placer pour rejoindre Penske l'an prochain? On sait que Will Power est sans contrat pour 2026 et avec l'association entre AJ Foyt Racing où se retrouve David Malukas et Team Penske, ce serait intéressant à surveiller, mais si tu te lances 10e avec cette écurie-là, il n'y a pas grand-chose à se reprocher le pilote natif de Chicago. Donc, très, très, très impressionné par Malukas chez AJ Foyt.
Je vous ai préparé un nouveau segment pour cet troisième épisode. Je voulais faire un segment sur les belles histoires de la fin de semaine parce que en IndyCar, ça change vite et c'est important de noter ceux qu'on est un peu moins habitués. On sait qu'Alex Palou va se retrouver souvent dans le top 3, souvent sur le podium, mais il y en a qui sont un petit peu plus surprenants et des points forts que j'ai notés sur cette course. J'ai parlé tantôt de Stingray Robb qui termine 9e. Ça égale son meilleur résultat en carrière. Il a mené 12 tours pendant la course chez Junko Solinger Racing. Très impressionné par ce pilote. Il avait été très bon à un certain moment, là, à la mi-saison l'an dernier. Mais dans le cas de Robb, terminé 9e chez Junkos, c'est très, très, très impressionnant. Puis la meilleure que lorsqu'il menait les tours, oui, il n'y avait personne devant lui pour avoir du dirty air, pour l'empêcher de rouler vite, mais il était dans des temps aussi rapides que Kyle Kirkwood, avec pas le même équipement du tout. Donc très, très, très impressionné par Robb. Et ensuite, Kevin Simpson, qu'on a pu souvent dire que c'est un peu surprenant de le voir chez Chip Ganassi Racing. Il termine 10e, 3 tours menés dans le cas de Simpson, mais il n'est pas dans la même classe en ce moment que Palou et Dixon, ses deux coéquipiers, mais il a beaucoup d'argent. Et dans ce monde de la course automobile, ça te prend de l'argent et un commanditaire important. Il y a Journey qui est son commanditaire principal. Et dans le cas de Simpson, il termine 10e. Mais est-ce que ça va lui donner un petit peu de momentum pour cette saison qui est importante pour lui? On sait que la recrue de l'année, l'an dernier, Linus Lundqvist a été tassé de chez Chip Ganassi Racing parce qu'on devait réduire à 3 voitures seulement du côté de cette écurie-là et sur toutes les écuries en fait. Et dans le cas de Simpson, avait l'argent et là, termine 10e. Donc, très impressionné. C'est important de le dire parce que souvent, il se retrouvait dans les 20, 21e, alors que ses deux coéquipiers se ramassaient dans le top 5. Donc, ça reste la même voiture. Ça reste le même équipement, ça reste la même écurie, les mêmes stratégies. Et dans le cas de Simpson de terminer 10e, son meilleur résultat en carrière, c'est très impressionnant. Santino Ferrucci, je vous en ai parlé tantôt, partait 27e dans la course, termine 11e. Et ça fait un peu contraste avec Malukas qui termine 17e, mais est-ce que lui aussi sent qu'il y a peut-être une opportunité? Ferrucci qui est un peu un caractère un peu plus bouillant que pour l'écurie Penske, mais en cas de vitesse, en termes de vitesse, est toujours à surveiller. Donc, mais en terminant 11e, la meilleure que tu pars 27e, il n'y a pas mieux que ça, là. Surtout avec l'écurie qu'on connaît. Donc, dans le cas d'AJ Foyt, où ce n'est pas nécessairement une écurie très, très rapide, ils sont capables d'aller chercher des bons résultats en course, mais de finir 11e, on ne peut pas demander mieux du côté de Ferrucci. En terminant, j'en ai parlé tantôt. Point très important, pas de neutralisation. Il y a seulement une neutralisation dans les 3 premières courses de la saison. Et devinez quoi? Au premier tour de la saison à Saint-Pétersbourg, au 3e virage, contact à 3 entre Seagull, Power et Foster. Et depuis ce temps-là, rien du tout. C'est quand même assez impressionnant. Ça prouve à quel point, oui, il y a un respect en piste, que souvent, il est perdu plus que la saison avance. Mais je ne me rappelle pas avoir vu ça. Autant peu de neutralisation pour commencer la saison en 3 courses. Seulement une neutralisation, c'est un territoire inconnu pour moi. Et est-ce que ça prouve à quel point le talent est élevé dans la série? Je pense que oui. Je le répète, je m'amuse à le répéter depuis des années à quel point c'est une série qui est très sous-estimée par rapport aux autres qui sont un peu plus connus aux États-Unis. Mais d'avoir autant de talent et de ne pas faire d'erreur en course, c'est extrêmement... Surtout sur ces types de circuits-là. Peut-être Thermal, il y a plus d'échappatoires, c'est plus facile d'éviter des neutralisations. Mais dans le cas de Saint-Pete et Long Beach, où les murs sont extrêmement serrés, c'est extrêmement étroit surtout, de ne pas avoir de situation où il y a une neutralisation, c'est vraiment sensationnel et très impressionné par les pilotes, surtout aussi ceux qui sont un peu moins expérimentés, c'est ça qui est important parce que c'est souvent eux qui peuvent faire des erreurs, tentent de forcer le tout, mais ça prouve à quel point ceux qui sont là ont le talent et le mental pour compétitionner avec les meilleurs. Donc, ça donne quand même une bonne perspective pour la suite de cette saison 2025. Et bien hâte de voir si la tendance va se maintenir parce qu'à Barber, il y a des échappatoires. Après ça, Indianapolis aussi. Et c'est surtout au Indy 500 qu'on risque de voir à quel point
on tente trop de risquer chez certains pilotes pour aller chercher la rapidité ou de la vitesse sur ce circuit ovale. Mais c'est vraiment une belle chose qu'on voit en ce début de saison en IndyCar. Alors que je vous parlais à quel point les pilotes ont été propres en course, ça a été un peu moins le cas pour certains pilotes qui sont plus réguliers dans la série IndyCar lors des séances de pratique et de qualification de la fin de semaine. Scott Dixon, le premier, a touché le mur en pratique et de façon quand même assez importante, surtout que c'était quand même assez évident qu'il était un peu trop au large sur cette séquence-là. Dans le cas de Dixon, on n'est pas habitué de le voir faire des erreurs comme ça. Et est-ce que la pression de Palou le met dans une situation où est-ce qu'il pousse un petit peu plus sa voiture? C'est très possible. Dixon qui tente d'aller chercher un 7e championnat en IndyCar. Ensuite, Christian Lundgaard qui est allé chercher toucher le mur à la fin de la Q2 en séance de qualification. Lundgaard, dans son cas, partait 12e en raison de ce contact-là, ne pouvait pas améliorer son temps. Donc, un peu une déception dans son cas, mais il a récompensé son écurie avec un podium à la fin de semaine. Donc, quand même très satisfaisant dans le cas de Lundgaard en bout de ligne. Et lors de l'échauffement d'avant-course, contact assez sévère entre Jacob Abel et Colton Herta. Abel qui tentait de rentrer dans les puits, Herta qui l'a frappé en voulant continuer sur le circuit. Donc, plus peur que de mal dans le cas de ces deux-là, surtout à quelques heures du début de la course. Mais on a sauvé la mise là, du côté de ces pilotes-là. Mais quand même, on voit à quel point c'est difficile de bien ordonner un bon tour pour aller chercher des bons temps. Et l'exemple qu'il y a des gars comme Dixon, Lundgaard qui ont eu à faire ces erreurs-là. Herta qui a obtenu une pénalité aussi pour son contact avec Abel prouve à quel point c'est difficile et que c'est sensationnel ce qu'on a vu en course du Grand Prix Long Beach. Lors des 2 premières courses de la saison, souvent, j'ai eu des points un peu plus négatifs à dire de Fox Sports par rapport à ce qu'on a vu lors des reportages de courses et de séances de qualification, mais on a vu beaucoup de choses qui avaient changé, mais pour le mieux, lors de cette fin de semaine à Long Beach. Première des choses, l'ajout des caméras à l'intérieur des casques. Donc, on a vu, j'ai eu la chance de voir sur Twitter ou sur la plateforme X, une caméra qui est positionnée juste ici, juste à l'intérieur du casque. Et on voyait l'angle de caméra dans le casque qui est très, très, très impressionnant. Tu peux voir les mains du pilote qui travaillent sur le volant et l'angle de vue qui est complètement différent. Donc, d'ajouter ça, c'est certainement un point qui est favori là, du côté des fans de la série IndyCar, de le voir de cette façon-là. Et ça rajoute certainement un plus pour les émissions de course et de qualification. On a aussi fait des correctifs là, sur les introductions, la grille de départ. Au début, on mettait seulement le visage et le nom du pilote. Maintenant, on a réussi à mettre les voitures parce que les voitures changent de fin de semaine en fin de semaine. Donc, c'est important pour ceux qui sont un petit peu moins habitués de suivre la série IndyCar, d'être capable de les différencier en piste, surtout à la vitesse qu'ils vont, bien sûr. Mais le fait de voir le voir, de l'imager, c'est important. Ça le fait déjà qu'on avait fait de cette façon-là de dire les pilotes qui se nomment et disent pour qui ils courent et de où ils viennent. Je trouve ça quand même très, très intéressant qu'ils le fassent comme ça, mais de l'ajouter comme ça avec la voiture, c'est vraiment un point de vue intéressant aussi de pouvoir le faire comme ça, surtout que l'IndyCar qui essaie d'aller chercher plus de gens pour s'intéresser à la série et d'ajouter des petits détails comme ça, comme les caméras dans les casques et les points de vue au niveau de la livrée des voitures, c'est certainement quelque chose qui est apprécié par tout le monde. Après cette 3e course de la saison IndyCar du côté de Long Beach, il est important de regarder du côté du championnat des pilotes, de regarder à quel point Alex Palou domine actuellement, moins qu'on peut le penser parce que seulement un écart de 34 points devant Kyle Kirkwood à ce moment-ci. Donc Palou, 142 points, 2 victoires en 3 courses. Kyle Kirkwood qui le suit derrière, 34 points derrière avec une victoire et une pole. Et juste en terminant, juste vous donner le top 5 qui peut être quand même assez intéressant de regarder ça. Christian Lundgaard, 3e avec 96 points. Donc lui, il se retrouve seulement 46 points derrière le pilote Palou. Rosenqvist à 88 et 4e et Scott Dixon 86, 5e. Et ce que je trouve intéressant, c'est que 2 pilotes
chez Chip Ganassi, Palou et Dixon, un pilote chez Andretti Global en Cal Kirkwood, un pilote chez McLaren et un pilote chez Meyer Shank Racing. Donc oui, Chip Ganassi a 2 pilotes dans le top 5 au championnat des pilotes après 3 épreuves. Mais le fait de le voir comme ça, de voir des écuries qu'on est un petit peu moins habitué, oui, c'est le début de saison. Oui, il reste beaucoup de courses. Mais ça démontre à quel point il y a des écuries qui sont en train de prendre un step vers le haut du classement. Et certains pilotes qu'on attend un peu moins ou qui performent pas mal mieux, ou ceux qui performent un peu moins qu'on le pensait. Dans mon cas, j'avais prédit en début de saison que Scott McLaughlin serait le champion cette année. Il est 8e. Donc, ça démontre à quel point c'est un peu décevant du côté de Penske. On en a parlé en long et en large. Mais chapeau à ces pilotes-là qu'on attend peut-être un peu moins en Kirkwood, Lundgaard et Rosenqvist, qui seront à surveiller pour la suite des choses dans cette série IndyCar. Il n'y avait pas juste que l'IndyCar qui était en piste cette fin de semaine. La F1 était bien sûr en piste du côté de Bahreïn et c'est Oscar Piastri qui a remporté sa 2e course de la saison après avoir remporté l'épreuve en Chine. Du côté de la F1, ils seront en Arabie Saoudite pour la prochaine épreuve le 20 avril. Donc, ce sera à surveiller. Est-ce que Piastri pourrait encore aller chercher un résultat satisfaisant? Ce sera à surveiller. Du côté du NASCAR, les pilotes qui étaient à Bristol Motor Speedway, c'est Kyle Larson qui l'a emporté. Larson qui signe une 2e victoire, lui aussi cette saison, après l'avoir fait du côté d'Homestead. Dans le cas de la série NASCAR, congé lors du week-end de Pâques. Donc, ils vont reprendre du côté de Talladega lors de la prochaine épreuve dans 2 fins de semaine. Et c'est quand même intéressant parce que la région de l'Alabama, tout près de Birmingham, recevra le NASCAR une fin de semaine et l'IndyCar ensuite le week-end suivant. Ça nous amène à la prochaine course de la série IndyCar du côté du Barber Motorsports Park le 4 mai prochain. Ce sera à surveiller cette épreuve-là qui signera la victoire lors de la 4e course de la saison. Ça va ouvrir le mois de mai qui sera vraiment éreintant pour tout le monde impliqué dans la série. La course qui est prévue aux alentours de 13h30 sur le réseau Fox ou TSN+, c'est Scott McLaughlin qui avait remporté la victoire en 2024. Est-ce qu'il pourra s'il y a une première victoire chez Penske dans cette saison 2025? À surveiller. Alex Palou sera certainement un des favoris pour la prochaine épreuve. Et voilà, c'est ce qui complète le 3e épisode du podcast 500 Gasoline Alley. La série IndyCar reprend ça dans 3 semaines du côté de Barber. Très hâte de vous revenir pour un prochain épisode du podcast. Merci beaucoup tout le monde.